Salut à tous, c'est OOB. À chaque épisode, je vous martèle l'importance du ravitaillement dans le militaire. Ravitaillement à tous les niveaux, autant à l'arrière que sur le front. Vous pouvez avoir la meilleure armée du monde, s'ils n'ont pas assez d'essence ou de munitions, vos hommes ne serviront à rien. Par exemple, l'opération Bagration, qui est la très grosse offensive soviétique d'été 1944, va devoir s'arrêter parce que le ravitaillement va devenir impossible dû à une progression trop rapide. Et l'un des trucs les plus contraignants à ravitailler, ce sont les liquides, surtout l'essence, huile de moteur et autres carburants plus spécifiques pour avions par exemple. Entre la production et le ravitaillement des véhicules, c'est toujours un enfer à gérer pour les armées, surtout si vous manquez de matières premières. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une opération très importante qui avait pour but de simplifier l'accès aux Alliés à de l'essence et à d'autres liquides pour véhicules pendant la bataille de Normandie, mais qui sera utilisée jusqu'à l'été 1945. Je parle bien évidemment de l'opération Pluto pour Pipeline Under the Ocean. Organiser la logistique pour une opération d'invasion navale, vous l'avez compris, c'est compliqué. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'opération Siloweu, vous avez pu vous rendre compte que les Allemands s'étaient cassés les dents sur la gestion logistique, finissant même par déléguer le travail aux divisions qui devaient gérer elles-mêmes le ravitaillement sur place. Les Alliés ont, dès 1942, bien conscience de ce problème. La grande question est donc comment faciliter l'accès au ravitaillement aux troupes alliées en cas d'hypothétique invasion aéronavale en Europe. Les Anglais ont d'ailleurs travaillé énormément sur la question. Ils estiment par exemple que l'essence et l'huile moteur vont représenter près de 60% du poids des ravitaillements alliés s'ils doivent débarquer en Europe. Les Anglais et les Américains vont travailler, chacun à leur niveau, sur différents domaines du ravitaillement. En avril 1942, le vice-amiral Mountbatten et le dirigeant d'un des départements pétroliers, Geoffroy Lloyd, ont une conversation où Lord Mountbatten demande sans détour à Lloyd s'il serait prêt à construire des pipelines traversant la Manche pour finir en France, dans le but d'alimenter les troupes alliées en essence. Lloyd accepte directement et l'idée va se répandre de plus en plus au sein de plusieurs grandes entreprises pétrolières. Il faut donc développer un tout nouveau système de conduite qui doit être flexible et résistante à la pression et aux courants marins auxquels elle va être exposée. Il faut aussi qu'elle puisse acheminer des quantités suffisantes d'essence pour qu'elle soit rentable à faire installer. La prise d'un port ayant les capacités d'accueillir des tankers ou en tout cas des installations pétrolières n'est pas forcément assurée lors du D-Day, et donc l'opération Pluto est mise sur pied et de larges moyens sont alloués pour qu'elle soit rendue faisable. Le projet est terriblement ambitieux, si bien qu'au début, il est décidé de se replier sur des méthodes plus traditionnelles pour acheminer l'essence et le pétrole. L'opération Pluto doit donc être, au début, utilisée en complément de plusieurs centaines de tankers anglais et américains, mais les Alliés font face à des problèmes majeurs. Ils craignent tout d'abord un manque d'effectifs. Les Anglais ont lancé depuis 1943 un programme visant à augmenter la production de tankers spécialement conçus pour longer les côtes. Mais des retards sont constatés et l'échéance est à l'été 1944. Il faut donc produire beaucoup en peu de temps. De plus, les tankers américains ne commencent à arriver en Angleterre qu'au début 1944. Les Anglais ont donc peur de manquer de tankers pour le ravitaillement pétrolier. Sur le long terme, la solution n'est pas considérée comme rentable et l'opération Pluto s'annonce donc être une nécessité. A noter qu'en plus des tankers, des jerrycans produits par une usine américaine basée à Londres devaient aussi permettre d'acheminer de grandes quantités d'essence, mais seulement dans les premiers jours du débarquement. Les Anglais sont confiants dans leur projet et vont donc y allouer une quantité non négligeable de moyens. Plusieurs compagnies, autant privées que gouvernementales, vont travailler sur le projet, et c'est le 15 avril 1942 qu'un prototype sérieux de conduite va voir le jour. C'est Clifford Hartley, un ingénieur qui bosse chez la Anglo-Iranian Oil Company, qui va s'intéresser au projet. Et ça tombe bien parce que Hartley a déjà bossé en Iran sur des pipelines vachement similaires aux contraintes de celui de l'opération Pluto, à la seule différence qu'ils n'étaient, eux, pas immergés et que la pression intérieure était moins forte. Hartley n'a pas envie de s'embêter. Il reprend donc simplement des câbles télégraphiques sous-marins qu'il vide et dont il va changer les matériaux du revêtement pour répondre aux contraintes données. Le tube intérieur de 5 cm de diamètre était réalisé en plomb. Un millefeuille de couches différentes venait recouvrir ce tuyau intérieur. On retrouvait successivement du bitume, du papier recouvert d'une résine isolante, d'acier, de jute et de papier bitumé, pour finir par des couches d'acier galvanisé et de toile de camouflage.
Un premier test est effectué le 10 mai 1942. 110 mètres de conduite sont installés par bateau et après 2 jours de pompage, le tuyau subit un problème intérieur, ce qui force l'arrêt des tests et un renforcement des couches pour les prochaines expérimentations. À l'été, un nouveau test est effectué, cette fois-ci avec 1310 km de conduite, produite conjointement par des entreprises anglaises et américaines. Ce test s'avère être un succès critique. En octobre, un autre test s'approchant au plus près des conditions réelles de l'opération est effectué dans le canal de Bristol. Malgré la météo capricieuse, ce test est encore une fois un succès, permettant même à Hartley d'augmenter le diamètre des prochaines conduites, passant de 5 à 7,6 cm. Si la conduite faite par Hartley est diablement efficace, elle est cependant relativement chère à produire, notamment à cause du plomb. L'ingénieur Bernard G. Ellis va alors imaginer un tuyau de 8,9 cm de diamètre en remplaçant le plomb par de l'acier au carbone. Si la conduite est certes moins chère à produire, elle est cependant plus contraignante à déployer, puisqu'elle ne peut pas l'être depuis un bateau. Le Petroleum Warfare Department a donc l'idée de faire construire des énormes tonneaux d'acier pour enrouler le tuyau autour et le déployer à l'aide de barges. 6 seront produits, et ils seront nommés les HMS Conundrum. Et en parallèle, des navires sont convertis pour pouvoir tirer les tonneaux. Un test est effectué au large des côtes anglaises le 4 juin 1943, test qui s'avéra concluant, et les tuyaux de Ellis seront utilisés en complément de ceux de Hartley, prenant respectivement les noms de Hamel et Ace. Les tuyaux sont donc prêts. La dernière étape est alors de trouver où installer les stations de pompage. Elles sont installées dans la ville de Sandown et celle de Dungeness, et pour éviter les bombardements, on les cache et on les camoufle. Certaines seront installées dans de faux magasins de glace, de fausses villas ou encore de faux parcs d'attractions, des lieux que l'aviation allemande n'aurait aucune raison de bombarder. Avec l'installation des pompes, les zones auxquelles les conduites vont se rattacher sont aussi clarifiées. Celle de Sandown doit se rattacher au port de Cherbourg, et la deuxième, celle de Dungeness, doit-elle être rattachée au port d'Ambleteuse. Et pour être sûr de n'attirer aucun soupçon et pour que le projet reste bien secret, les deux conduites sont respectivement nommées Bambi et Dumbo. L'opération Pluto est donc prête pour le 6 juin 1944, mais rien ne va se passer comme prévu. Des énormes retards sur le plan original se font voir, les Américains étant alors bloqués à Cherbourg. Bambi ne peut donc pas être installé, et l'état-major anglais hésite tout simplement à annuler Pluto. Finalement, face au manque d'essence, l'opération est maintenue. Le 12 août 1944, le HMS Latimer arrive en 10 heures à poser la première conduite Hayes, mais un destroyer va la détruire accidentellement avec son ancre. Plusieurs tentatives sont effectuées dans les jours suivants, mais toutes sont des échecs. C'est le 22 septembre que la première conduite Hayes fonctionnelle est posée, et elle va alors permettre de transférer près de 250 000 litres de carburant par jour. Et le 29 septembre, c'est une conduite Hamel qui est installée. Mais elles vont céder en octobre sous la pression. Avec tous ces échecs, Bambi est donc abandonné. Il faut donc maintenant se concentrer sur Dumbo. Si à la base il doit rejoindre le port de Ambleteuse, il est finalement décidé qu'il sera installé sur les plages de Boulogne. Le 26 octobre, le HMS Sancroft installe la première conduite Hayes qui fonctionnera jusqu'à la fin de la guerre et sera aussi accompagnée plus tard de conduites Hamel. En décembre, on dénombre 11 conduites Hamel et 6 conduites Hayes qui permettent le transfert au total de 1300 tonnes d'essence par jour. Fin 1944, l'état-major anglais hésite à laisser tomber l'opération Pluto, notamment parce que les Alliés ont pris le contrôle d'un grand nombre de ports européens. Finalement, il est quand même décidé, et ce contre toute attente, que l'opération doit continuer, et toutes les conduites de Dumbo sont rattachées sur des réseaux terrestres permettant une distribution de l'essence jusque dans les pays du Benelux, et vers la fin de la guerre, il sera étendu jusqu'en Allemagne. C'est donc en août 1945 que l'opération Pluto est progressivement arrêtée. En tout, c'est 820 millions de litres d'essence et de produits pétroliers qui seront transportés grâce aux conduites de Dumbo. Ellis et Hartley, pour le service qu'ils auront rendu à la couronne en développant les systèmes de l'opération Pluto, seront très bien récompensés financièrement, et plus de 85% du réseau sera recyclé dans les années qui vont suivre son arrêt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un j'aime et en commentant. Et si ce n'est pas le cas et que vous aimez mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.